Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et merci pour votre fidélité à l'entretien, magazine qui passe tous les 15 jours sur la 2STV. Aujourd'hui, nous avons invité Xavier Ricou, c'est un architecte de formation. Il est métis, ce qui est important de noter, car il a fait un travail remarquable sur l'histoire du Sénégal et c'est pour cette raison qu'il est sur ce plateau de l'entretien. Xavier Ricou travaille à l'APIX, l'Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux, où il est chargé justement des grands travaux et des nouveaux projets. Bonsoir, Xavier. Bonsoir, M. Kahn. Et merci d'avoir accepté de venir sur ce plateau. Nous parler, peut-être j'ai envie de dire, de votre passion. Mais la première question que je vous pose, c'est, alors vous vous occupez, vous êtes architecte, vous travaillez à l'APIX. Alors quel est le lien avec cette passion que vous avez pour l'histoire? Pour l'histoire? Oui. De revisiter perpétuellement l'histoire du Sénégal, permanemment. En tout cas, je ne sais pas s'il y a un lien, mais moi j'aime bien penser que ce lien existe entre le passé et le futur. C'est-à-dire, je pense qu'on est des traits d'union entre l'histoire du Sénégal et la préparation du futur. L'un de mes credos, c'est qu'on ne peut pas bien préparer l'avenir si on ne connaît pas bien le passé. Et donc c'est, je pense, la raison fondamentale pour laquelle je m'intéresse particulièrement à l'histoire du Sénégal. De manière aussi passionnée. Oui, c'est passionné. Oui, tout à fait. Oui. Alors, est-ce que le fait que vous êtes, votre origine, je disais que c'était important de dire que vous êtes métisse, même si apparemment, mais vous êtes bien métisse, il faut le dire. Oui. Alors, est-ce que cela a été déterminant parce que vous êtes intéressé à la généalogie grâce à votre grand-père? C'est une anecdote là que vous m'avez racontée quand on préparait cette émission. C'est exact. C'est comme si que vous étiez arrivé par accident comme ça, alors que... Presque par accident, mais on peut supposer aussi que les accidents sont volontaires, ou que les accidents sont prémédités quelque part. Quand j'étais enfant, c'est mon grand-père qui tenait l'arbre généalogique de la famille. Et mon grand-père avait à la fin de sa vie, une sorte de maladie de Parkinson qui lui empêchait d'écrire correctement. Donc c'est à moi qu'il avait demandé de compléter l'arbre généalogique à chaque fois qu'il y avait une nouvelle naissance ou un changement. Et donc j'ai gardé ce travail-là jusqu'à ce qu'un jour je décide de l'entrer dans un ordinateur. Lorsque l'informatique est apparue, j'ai rentré ce travail-là dans un ordinateur. Et puis petit à petit, je me suis pris au jeu de cette recherche généalogique sur ma famille, qui est en l'occurrence la famille Crespin. Oui, le Crespin, voilà. Oui. Mais finalement, vous êtes aperçu que l'histoire des Crespin, c'était peut-être l'histoire de tous les métis. C'est l'histoire des métis, et donc c'est l'histoire du Sénégal, parce que toutes ces familles-là étaient apparentées les unes aux autres, les Crespin avec les Valentins, avec les Guillabert, avec les Bancal, avec les Dessemet, et même toutes les familles de Gorée, c'était des familles saint-louisiennes et de Gorée, et finalement, je me retrouve avec une généalogie qui est celle de toutes les familles mulâtres du Sénégal. Or, comme ces familles-là, à une certaine époque, avaient le pouvoir économique et politique au Sénégal, je ne parle pas du pouvoir administratif qui appartenait à l'autorité coloniale, comme toutes ces familles avaient ce pouvoir-là, c'est toute l'histoire du Sénégal qu'on apprend en étudiant ces familles-là. Oui. Alors, vous êtes architecte, mais en 1984, quand vous passez votre diplôme, votre thèse, le thème c'était finalement, c'est Gorée qui vous a inspiré. Pourtant, vous avez hésité. Là aussi, c'est encore un coup de pouce au sort, là. On dit qu'il n'y a pas d'hasard, mais c'est Gorée qui vous inspire, parce que c'est un lieu d'histoire, vous y êtes né, vous avez passé votre enfance là-bas. Oui, absolument, ça a fini par devenir une évidence. Oui. Et puis peut-être pour un esprit comme le mien qui a besoin d'avoir des limites précises, travailler sur une île qui est quelque chose de très circonscrit, ça permet de mieux comprendre et de mieux analyser les choses. Donc effectivement, j'ai choisi comme mémoire d'architecture l'île de Gorée. Pour toutes ces raisons que vous venez de dire, parce que j'y suis né, parce que j'y ai habité, parce que je la connaissais parfaitement, et puis je pense tout simplement parce que j'avais envie d'en parler. Oui. Et puis Gorée dira demain, ça c'est déjà tout un programme. Oui, c'est l'intitulé de ce mémoire, Gorée d'hier à demain. Oui. En fait, je pense que déjà à cette époque-là, sans trop en avoir conscience, je m'intéressais beaucoup à l'histoire. 84 déjà. Oui, 84, c'est vieux. Oui. Alors, l'histoire, vous dites, l'histoire c'est une passion chez vous, mais est-ce que vous avez aussi apparemment, est-ce qu'on peut l'affirmer, cette obsession de faire un pont entre hier et aujourd'hui, demain, un pont par l'histoire? Oui, comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense qu'on ne peut bien
comprendre ce qui se passe aujourd'hui que lorsqu'on a bien compris le passé, quand on a bien analysé le passé, et faire ce travail de passeur entre l'histoire et le présent, entre le présent et le futur, c'est vraiment une des choses qui motive profondément ma démarche. L'idée de pouvoir faire ce trait d'union entre le passé et le futur est quelque chose de très stimulant et de très intéressant pour moi. Et cette enfance à Gorée vous a aussi donné le goût de l'architecture aussi? Le goût de l'architecture, oui, bien sûr. On connaît à peu près comment le goût... C'est pour bien cerner votre personne, hein, comment le goût de l'histoire est venu avec votre grand-père, donc la généalogie. Mais Gorée, c'est l'architecture là. Oui, mais là aussi, le fait de vivre dans une maison qui ressemble à la maison des esclaves, hein, une maison du XVIIIe siècle, forcément, ça inspire, ça imprègne, ça marque un individu. Et l'envie de comprendre ces maisons, comment elles se sont construites, qui les a construites, tout ça forme un tout et sur lequel on ne cesse de s'interroger. En tout cas, moi, je ne cesse de m'interroger pour savoir justement qui a construit ces maisons. Est-ce que c'était les Anglais? Est-ce que c'était les Français? Est-ce que c'était pas plutôt les habitants de l'époque, ces fameuses familles métisses ou familles mulâtres qui sont à l'origine de ces maisons-là? C'est ça que j'ai fini par découvrir en quelque sorte. Alors vous voyez, quand on vous écoute, alors il y a ce cheminement-là finalement qui mène au patrimoine. Hein, voilà, c'est pas des choses éparses, mais c'est un ensemble de choses. Voilà. Effectivement, tout ça finit par me conduire, presque malgré moi, j'ai envie de dire, c'est les ancêtres qui m'ont poussé, vas-y, fais-le, on a besoin de toi pour expliquer cette histoire-là. Les ancêtres m'ont poussé et effectivement m'ont poussé vers le patrimoine. Patrimoine dont l'origine est père. Hein. Patrimoine, c'est ce dont on hérite de nos parents. Et donc le patrimoine, ça a commencé par la généalogie. C'est-à-dire en étudiant l'histoire de ces familles dont je parlais tout à l'heure, j'ai dû me rendre forcément dans ces villes de Gorée, de Saint-Louis, de Rufisque, où incidemment j'ai appris que l'UNESCO était à la recherche d'un architecte pour préparer le plan de sauvegarde de Saint-Louis, où j'ai proposé ma candidature et où j'ai fini par être accepté. Donc j'ai eu dans ce cadre-là à m'intéresser plus particulièrement au patrimoine de Saint-Louis, après m'être intéressé à celui de Gorée. C'est dans ce cadre-là que j'ai passé plus d'1 an à préparer le plan de sauvegarde de Saint-Louis. Oui. Mais alors Gorée, c'est une autre chose. Là, vous proposez une révision de ce plan. Oui, en fait, on rentre un peu dans des détails techniques, mais je dirais que lorsque Gorée est un des tout premiers sites à avoir été classé au patrimoine mondial par l'UNESCO, et il y a 30 ans maintenant, plus de 30 ans, classé au patrimoine mondial par l'UNESCO. À l'époque, sur la liste du patrimoine mondial, il y avait 12 sites dont Gorée. Maintenant, il y en a plus de 900, entre 800 et 900, donc c'est autre chose, c'est devenu autre chose. Et à l'époque, lorsqu'on a classé Gorée, on a classé Gorée sur la base de critères assez, disons, qui depuis se sont affinés. Mais on n'a jamais véritablement fait ce qu'on peut appeler, comme ça a été fait récemment sur Saint-Louis, de plan de sauvegarde de Gorée. On a un vague règlement que les gens connaissent plus ou moins, qui a été perdu, et donc ma proposition envers les autorités, c'est d'aller un peu plus loin, de réviser ce plan, de le rendre conforme, et surtout, évidemment, faire en sorte que ce plan de sauvegarde de Gorée soit appliqué, parce que Gorée aussi a des problèmes de préservation de patrimoine. Saint-Louis aussi. Et Saint-Louis aussi. J'y suis allé à l'occasion de la célébration des 350 ans avec Diao, qui était président de... Alors, Saint-Louis aussi, ils ont des problèmes de sauvegarde du patrimoine. Oui, absolument. Hein? Là, je m'adresse à l'architecte. Oui, on peut dire que comment dire, le patrimoine n'est pas une notion, naturelle. On n'est pas avec l'envie de protéger le patrimoine. Et donc, c'est assez normal que les gens qui ne sont pas familiers de cette notion-là n'accordent pas à la protection et à la préservation du patrimoine l'importance qui devrait
être celles qu'on lui accorde. Oui. Alors, c'est pas parce qu'on a classé Gorée et Saint-Louis au patrimoine mondial qu'elles sont spontanément protégées, Oui. qu'elles sont spontanément, que chacun individuellement fait les gestes qu'il faut pour protéger ce patrimoine. Qu'est-ce qui menace le patrimoine? La modernisation à outrance? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. La ruine naturelle des édifices, pour des raisons diverses. L'érosion marine, l'infiltration par capillarité, les constructions sauvages, l'absence de règlement clair et précis, l'absence de police du patrimoine, l'absence de budget, simplement, enfin beaucoup de choses. Bon, là, on commence... Et le goût de la modernité? Oui, son impact aussi. Bien sûr. Non, mais quand on se décide à protéger le patrimoine, ça ne veut pas dire qu'on refuse toute modernité. Quand on fait un plan de sauvegarde, on fait en sorte de pouvoir introduire des éléments qui permettent la modernité aussi. S'il faut autoriser des panneaux solaires, à des endroits où on ne les verra pas, on peut autoriser les panneaux solaires. Et puis surtout, on peut tout faire du moment que l'aspect extérieur, j'exagère en disant ça, du moment que l'aspect extérieur est préservé. Malheureusement, ce n'est pas ça qui est fait actuellement. À Saint-Louis en particulier, l'idéal de la maison, qu'elle soit sur l'île Saint-Louis ou ailleurs, l'idéal de la maison d'un résident lambda, c'est du carreaux de faïence de salle de bain sur les murs extérieurs. Alors on s'éloigne, c'est sûr, on s'éloigne du standard de la maison bourgeoise. C'est pas seulement à Saint-Louis. Et c'est pas seulement les carreaux sur les murs extérieurs, c'est devenu une mode. Bien sûr. Donc c'est assez pénible, assez frustrant pour quelqu'un qui s'intéresse à ces choses-là de voir que ça ne se fait pas. Donc je propose. Très bien. Vous êtes l'auteur de ce livre, Les trésors de l'iconographie du Sénégal colonial. C'est vrai, moi j'avoue que c'est un vrai trésor ce livre, à regarder des images fabuleuses. Ça raconte l'histoire du Sénégal. Alors, l'histoire par les images, les cartes postales, les photos, Alors, quel est l'avantage de cette méthode-là que vous avez choisi de faire pour présenter? Encore une fois, je ne suis pas sûr que ce soit un choix. C'est quelque chose qui est venu spontanément. Ma maman faisait une collection de gravures anciennes et souhaitait depuis longtemps pouvoir les présenter à beaucoup de monde. Donc elle souhaitait faire un livre. Et puis un jour, elle m'a dit, fais-le. C'est comme ça que c'est arrivé. Et en faisant, à partir de sa petite collection de gravures qui était déjà très importante, je me suis aperçu qu'il y en avait beaucoup d'autres qu'elle ne possédait pas, mais que possédaient des collectionneurs sénégalais ou des musées ici au Sénégal ou des institutions comme l'IFAN ou le CRDS à Saint-Louis. Donc je me suis approché de ces institutions et de ces collectionneurs particuliers pour collecter le maximum de documents graphiques possibles sur cette histoire-là, et je me suis aperçu que ces documents-là racontaient tout simplement l'histoire du Sénégal, et qu'au même titre que l'écrit, ces images pouvaient nous permettre de raconter l'histoire du Sénégal. En fait, les images aussi mentent, les images aussi peuvent tricher, surtout à l'époque où... Vous les démentez même parfois. Voilà, les images mentent, comme les textes. Et le fait de pouvoir confronter les deux, ça permet de corroborer certaines choses ou d'infirmer certaines choses, et c'est ça qui est intéressant dans l'image. L'image, en plus, nous montre certains détails que les textes ne nous disent pas, et on apprend beaucoup de choses en regardant les images. Alors, est-ce qu'on apprend beaucoup de choses quand on voit l'histoire? Parce que là, on regarde des images. On ne dit presque pas, on voit. Et on reçoit le choc de l'image, évidemment. Bien sûr, oui, c'est ça que je dis. Il y a certaines images, alors j'en ai pas spécialement en tête, mais certaines images où on découvre certaines choses, on découvre même des portraits de gens qu'on ignorait, qui sont connus dans l'histoire du Sénégal, mais dont on n'avait jamais vu, en tout cas nos contemporains n'avaient jamais vu les portraits. Donc ce sont ce genre de choses que l'on trouve. On trouve beaucoup de portraits de signares, il y a beaucoup de documents qui se rapportent à l'esclavage, beaucoup de documents qui se rapportent simplement à la vie à l'époque coloniale. Et puis, vous dites que l'iconographie donne les clés pour mieux comprendre l'histoire. Oui, j'en suis convaincu. Je ne peux pas dire que c'est la clé, évidemment, mais c'est une des clés, et c'est une des clés surtout qui est, je pense, inexploitée. Ça veut dire qu'on sait qu'il y a des images, mais ce n'est pas ça le matériau de recherche principal des chercheurs qui travaillent sur l'histoire du Sénégal. Or, je suis même convaincu que ces images-là peuvent nous apprendre beaucoup de choses et peuvent contribuer à une meilleure connaissance de l'histoire du Sénégal.
Alors, mais pour comprendre l'histoire à travers cette méthode-là, hein, Xavier Ricou, il faut analyser vraiment les images, c'est-à-dire pour éviter les erreurs d'interprétation ou celles des auteurs. Hein. Oui, bien sûr. Ces images-là, il faut regarder chaque détail. Il faut essayer de savoir déjà son époque, hein, à quelle époque elle a été produite, qui l'a produite, c'est-à-dire quel est le peintre ou quel est le graveur ou quel est l'auteur simplement de l'image. Essayer de savoir qu'est-ce que ça représente. Tout ça nous donne des informations. Si c'est une photo, essayer de savoir qui était le photographe, qu'est-ce qu'il est venu faire au Sénégal à cette époque-là. Donc tous ces éléments-là nous donnent des informations qui sont utiles à la bonne compréhension de l'image. Et on fait beaucoup de découvertes. Hein. On a évoqué l'abbé Boila. Voilà, l'abbé Boila qui est très connu pour avoir fait un ouvrage qui s'appelle Les Esquisses sénégalaises. Soit dit en passant, l'abbé Boila, qui était un mulâtre, un métis de Saint-Louis, a produit un livre avec des images magnifiques, avec des gravures magnifiques qui représentent ses contemporains, hein, la reine d'Ateyala, son mari, etc. Et en fait, j'ai découvert, je ne sais pas si c'était une découverte fondamentale, mais que ce n'est pas lui qui est l'auteur de ces images-là. Lui n'a fait que des aquarelles très sommaires, on va dire à la manière d'un peintre du dimanche. Et derrière, probablement en France, des professionnels sont venus reprendre toutes ces images-là et les ont retravaillées. Donc c'est des petites découvertes comme ça, mais du coup ça m'a permis aussi de découvrir des originaux, des aquarelles originales de l'abbé Boila et d'en faire à l'occasion une exposition sur l'abbé Boila. Oui, l'abbé Boila, je vous dis, il y a un de mes amis, il faut le dire, hein, qui est écrivain connu, le colonel Montmarguet. Je l'avais invité dans cette émission-là. Ouais. Et il disait qu'il fallait débaptiser un collège ou un lycée, un collège de Saint-Louis qui porte le nom de l'abbé Boila parce qu'il dit qu'il a insulté et les griots et les serrères et je ne sais plus qui. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous qui connaissez bien l'abbé Boila, vous dites c'est un métis, il parlait même Wolof, n'est-ce pas? Enfant naturel. Et il a fait des... Enfant naturel, probablement d'un officier de marine et puis d'une noire sénégalaise, hein, qui a été envoyé en France très jeune pour aller faire ses études auprès d'une institution religieuse, et qui ensuite est revenu au Sénégal avec des fonctions officielles chargées d'introduire l'enseignement au Sénégal. On peut dire que c'est le premier ou un des tout premiers écrivains sénégalais. Alors on peut en dire ce qu'on veut de ce qu'il a écrit, mais ce qu'il a écrit, il faut le replacer dans le contexte de l'époque. Mais je crois qu'on peut lui savoir gré de tout ce qu'il nous a appris sur l'histoire du Sénégal à cette époque-là, dans les années 1840-1850. Il a décrit, notamment dans ses esquisses sénégalaises, le Sénégal d'une manière tout à fait remarquable et tout à fait précise. Et pour avoir eu, encore une fois, accès à ses originaux, je sais qu'il s'intéressait beaucoup à ses contemporains, beaucoup aux griots, beaucoup au Coran, à l'islam, il a recueilli des chansons morts écrites avec de la calligraphie arabe. Il a beaucoup discuté avec des griots, il a représenté le passage de la grande comète de 1847, je crois, au-dessus de la ville de Saint-Louis, en montrant les marabouts qui sont en train de prier. Enfin, il nous a renseigné d'une manière incomparable sur l'histoire du Sénégal à cette époque-là. Donc on peut peut-être lui reprocher des écarts de langage, d'écriture, mais je crois que globalement, c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire. C'est une des personnalités sénégalaises. Ce serait vraiment dommage de débaptiser ça. Et vous me disiez, puisqu'on parle d'histoire, que Béranger Ferraud, dont une rue de Dakar porte le nom, il a fait pire, lui? Lui, c'était un scientifique colon, hein, pour un scientifique français qui vivait au Sénégal et qui a fait des études on va dire pseudo-scientifiques, en tout cas des démonstrations scientifiques tout à fait contestables pour aboutir à la conclusion de l'infécondité des métis, du fait que c'était une race vouée à l'extinction, en prenant l'exemple sur une seule famille où il a démontré les liens de parenté, les descendances, etc. Et ça avait une vocation à l'époque, c'était peut-être pas le but, mais c'était un caractère pour le
le coup, là, tout à fait raciste. Oui. Oui, oui. Ouais, ouais. Pourtant, une petite rue porte son nom. Et puis il y a une rue à Dakar qui porte son nom. On ne pense pas la débaptiser, celle-là, mais éventuellement on pourrait. Je ne vais pas militer. Mais je pense que c'est important ça aussi, ça fait partie de notre histoire. Je ne suis pas tellement pour qu'on débaptise les rues, même quel que soit le mal que ce bonhomme a fait. Voilà le nom qu'on a donné à l'époque à cette rue-là. Et c'est pas plus mal, mais c'est bien de connaître cette histoire-là aussi. Oui. Alors vous dites, quand vous regardez les images, quand vous regardez les textes, quand vous interrogez l'histoire, il y a des erreurs. Hein? Est-ce que vous en avez en tête quelques-unes de notables comme ça? Moi, je note cette erreur vraiment qui est absolument prodigieuse et séduisante aussi. On a pensé que le fleuve Sénégal prenait sa source au paradis. Oui, en fait... J'adore cette erreur-là. Oui, mais tout le monde faisait des erreurs à l'époque. Oui. On a beaucoup de chance aujourd'hui d'avoir des certitudes. C'est-à-dire de savoir exactement où on est, qui on est. On a des téléphones portables, on sait exactement que Saint-Louis se trouve à 263 km de Dakar, etc. Dans les siècles passés, on n'avait aucune certitude sur rien. Les cartes géographiques avaient des contours tout à fait mouvants. Le fleuve Sénégal, ça s'appelait le Niger. L'île Saint-Louis, ça s'appelait le Sénégal. Et rien n'était sûr. Donc à l'époque coloniale et je dirais dans les tout premiers temps des premiers explorateurs, on ne savait rien. On pensait que le fleuve Sénégal, justement, c'était le Niger, qu'éventuellement, alors il me semble que c'est un navigateur portugais, Freitas, je crois, hein, j'en suis plus très sûr, qui pensait que éventuellement ça pouvait être un affluent du Niger qui lui-même prenait sa source au paradis terrestre. Enfin, je ne sais pas si on peut dire que c'était des erreurs, mais les océans étaient peuplés de monstres marins. Voilà, on savait rien et on imaginait tout. Mais ce fleuve-là, on avait besoin, le fleuve Sénégal, on avait besoin de le connaître. Et donc, à partir du moment où le comptoir commercial du Sénégal a fini d'être un comptoir et a commencé à devenir une colonie à l'époque de Faidherbe, on a voulu explorer et sécuriser et pacifier ce fleuve-là. Donc on a lancé des campagnes d'exploration le long du fleuve et des régions environnantes. Et forcément, petit à petit, on a découvert les vraies sources. Peut-être que c'est le paradis, moi j'y suis pas allé. Oui, mais en tout cas, les mystiques Saint-Louisiens disent que Saint-Louis est une des portes du paradis. Peut-être que ça a un rapport, qui sait, c'est possible. Hein? Alors, Xavier Ricou, l'architecte que vous êtes, vous pensez que l'UNESCO se trompe aussi, puisqu'on est dans les erreurs, se trompe en décrétant que Saint-Louis et Gorée sont des villes coloniales, strictement coloniales. Pourquoi? Vous voulez me fâcher avec mes amis de l'UNESCO? Non, disons que c'est une petite divergence, c'est pas grave. L'inscription de Gorée et de Saint-Louis au patrimoine mondial de l'UNESCO s'est faite sous le label de ville ou d'île coloniale. Or, pour moi, après avoir analysé l'histoire, justement, après avoir analysé les archives que je dépouille de manière très assidue, eh bien, je constate que ces deux villes, en tout cas, contrairement à Dakar, sont des villes qui ont été construites en très grande partie par des indigènes noirs et des indigènes métis, qui eux se sentaient profondément sénégalais. Et ces gens-là, donc pour moi, en dehors des principaux édifices publics, qui était la gouvernance, qui était l'église, qui était même la mosquée, édifice public, ou le palais de justice, ou le tribunal indigène, tout le reste, ce sont des bâtiments construits par des métis. Donc c'est une architecture métisse pour moi, avant d'être une architecture coloniale, contrairement à Dakar, clairement construit par des colons. Donc c'est une architecture métisse, d'ailleurs pas simplement pour cette raison-là. Oui, alors pour quelle autre raison? Parce que bon, alors qu'est-ce que c'est une architecture métisse? Quels sont à quoi cela se voit? Qu'est-ce qui fait qu'une architecture, vous Xavier Ricou, dites-vous qu'elle est une architecture métisse? Elle est métisse parce que c'est une architecture qui mélange plusieurs choses. Alors d'abord, elle est métisse parce qu'elle est construite par des métis. C'est-à-dire leurs constructeurs,
quelquefois même leurs maçons, hein, mais leurs constructeurs, leurs maîtres d'ouvrage, comme on dirait aujourd'hui, hein, ceux qui ont payé ces maisons-là, étaient des métis, qui avaient vu en France des édifices un peu comparables et qui ont décidé de les adapter ici à notre contexte et à notre environnement. Et donc, c'est une première raison pour laquelle j'appelle ça une architecture métisse. Mais aussi, elle est métisse de par ses fonctions. C'est-à-dire que ces bâtiments-là étaient des bâtiments, pour la plupart, hein, je simplifie naturellement, étaient des bâtiments qui avaient des fonctions diverses. C'était des commerçants. C'était des commerçants, des négociants, donc qui avaient besoin de magasins pour stocker leurs marchandises. J'évoque par exemple la maison où habite ma maman aujourd'hui, ou la maison des esclaves. Donc des maisons de négociants avec au rez-de-chaussée des magasins pour stocker les marchandises de traite, et puis qui pouvaient être de toutes sortes. Hein. Je ne parle pas spécialement d'esclavage, des marchandises de traite, des cuirs, des peaux, des plumes, tout ce qu'on veut, du vin, des tonneaux de toutes sortes. Et puis à l'étage, des fonctions résidentielles où on habitait. Et puis aussi métisses par leurs fonctions, parce qu'il y avait des fonctions de loisirs. On faisait en sorte que ces espaces dans lesquels on habitait soient le plus confortables possible, avec des vérandas pour protéger de la chaleur, avec des cours ombragés, mais aussi des fonctions défensives. On voit à Gorée en particulier des meurtrières pour protéger des éventuelles attaques de l'extérieur. Et puis métisses enfin par les matériaux utilisés. Alors les matériaux qui sont différents suivant l'endroit où on habitait. À Saint-Louis, on construisait avec de la brique de terre cuite. À Rufisque, on construisait avec de la pierre de Rufisque. À Gorée, on construisait avec la pierre de basalte qu'on trouve sur le site. Donc on utilise les matériaux locaux et on utilise des matériaux importés. Pour faire les toitures terrasses, pour faire les toitures en pente telles qu'on les voit aujourd'hui, on importait des tuiles de Marseille, par exemple. Donc, tout ça fait que j'appelle ça de l'architecture métisse. Oui, c'est-à-dire qu'ils ne construisent pas de la même manière que les Européens. Ils s'inspirent de l'architecture coloniale, mais c'est une architecture propre. Oui. On peut dire sans incontestablement que c'est une architecture d'époque coloniale. Là, on est sûr de ne pas se tromper. C'est ça, oui. Voilà. Donc, il y en a encore à ces villes, Dakar, Saint-Louis, Rufisque, Gorée. On peut en trouver, même ailleurs, je ne sais pas. Oui, bien sûr. Alors, évidemment, dans tous les anciens comptoirs commerciaux, Joal, Rufisque, etc. Oui, bien sûr. Oui, parce que, comme vous le disiez, ce sont les métis qui avaient le pouvoir économique à l'époque, hein, n'est-ce pas? En fait, il y avait toute une bourgeoisie de familles métisses. Hein. On peut employer indifféremment, en tout cas je le fais, on pourrait faire des distinctions entre métis et mulâtre, mais enfin bon, j'emploie par commodité le terme métis. Donc c'était toute une bourgeoisie de familles métisses qui sont venues, enfin leurs ancêtres européens sont venus s'installer à des époques différentes. Il y a eu, on peut dire, une première vague d'immigration d'Européens qui venaient des ports français, de Nantes, de La Rochelle, etc. Et puis qui se sont enrichis dans le commerce de la gomme arabique principalement. Et leurs familles se sont enrichies dans ce commerce-là. Et puis une deuxième vague d'immigration de familles qui se sont enrichies principalement dans la traite de l'arachide. C'est l'époque aussi où la prééminence de Saint-Louis, Saint-Louis a perdu sa prééminence au profit de Dakar et du bassin arachidier. Donc voilà, ces familles-là tenaient le pouvoir commercial, économique, et en même temps le pouvoir politique. Leur lutte sur le pouvoir commercial s'est transposée petit à petit sur le terrain politique, et elles ont essayé d'obtenir, de conquérir tous les postes de maire, de conseiller général, de député. Hein. Il y a eu les premiers députés sénégalais à l'Assemblée française étaient des métis. En l'occurrence, le tout premier était Durand Valentin. Oui, voilà. C'est cela. Alors, mais cette société métisse n'était pas monolithique. Vous avez des rivalités. Vous évoquez la politique, forcément des rivalités entre eux. Voilà. Hein? Absolument, c'est ces rivalités que je viens d'évoquer. On a tendance, le plus souvent, moi le premier, à simplifier en disant il y avait l'époque au Sénégal, il y avait l'époque coloniale, il y a eu l'indépendance et puis tout ce qui s'est passé après. En fait, on sait
très bien que dans cette époque coloniale, il s'est passé beaucoup de choses et que ce n'était pas que colonial. Au sein de cette époque coloniale, il y avait une société métisse qu'on a un peu oubliée. Moi, j'essaye d'en parler parce que je trouve que ça m'intéresse. Il y avait toute une société bourgeoise métisse ou mulâtre, et au sein même de cette société métisse, il y avait des dissensions sur les terrains que j'évoquais tout de suite, que ce soit politique, économique. Oui, vous dites qu'on a un peu oublié. Est-ce que ces métis, en jouant ce rôle important, politique, économique, se sont toujours sentis entièrement, complètement sénégalais?